Aborder le VIH, c'est quelque chose qui est assez honteux, que le rapport soit oral, que le rapport soit anal, que le rapport soit vaginal. Effectivement, on peut avoir des rapports non protégés, même avec un porteur du VIH. Si c'est 35 000, le nombre réel est forcément plus élevé. Tu ne prends pas la peine de te dépister. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient du fait que tu portes la maladie. Ça veut dire que tu es un transmetteur en série. Tu es un partageur du VIH en série. Peut-on mourir directement du VIH? Non, on ne peut pas mourir du VIH. L'abstinence, vraiment, je trouve que c'est surréaliste. Il y a des formes de VIH plus agressives que d'autres. Et entre généralement la phase du VIH et la phase du SIDA, on peut passer 5 à 10 ans sans voir de symptômes. On va encourager une relation monopartenariale. Donc, ceux qui ne... Tu dis au gars qu'il ne doit pas avoir plusieurs groupes. Là, il ne faut pas avoir plusieurs petites amies d'un point de vue sanitaire. Pour ceux qui ne peuvent pas, au moins, protégez-vous. Au moins, protégez-vous. Tu es d'encourager l'infidélité, là. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Tu as le virus, toi, tu ne le sais pas. Ça veut dire que tu es un créateur de vos cas. Moi, les plus suivants, des charlatanistes qui se placent là en haut et disent que bon, buvez ma potion, ça soigne le diabète, ça soigne le sida, ça soigne l'hypertension, etc. Ce sont des charlatans. Bon, le problème n'est pas la médecine traditionnelle. Le problème, c'est qui la pratique au final. Lorsqu'on a fait une circoncision, on est moins sujet à contracter les infections sexuellement transmissibles. Je pense que ce n'est pas la fréquence du rapport sexuel. Je pense que c'est la qualité du rapport sexuel. Donc, ce n'est pas un problème de quantité à ce niveau-là, c'est un problème de qualité. Si la femme est suffisamment mouillée, il y a moins de frottement. Ça réduit le risque, mais ça ne l'annule pas. Il y a aussi l'inconscience. Beaucoup se disent que, est-ce que l'homme a les choses là? Est-ce que l'on peut attraper ça? Chez nous, on ne tombe pas malade. Moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu, même la chose de piste, je n'ai jamais eu. Vous voulez parler du VIH en fonction de quoi? Le VIH se transmet par les moustiques, ça ne se transmet par la salive. Et donc, les gens peuvent nous pleurer de ces sans crainte. Si tu devais changer de métier demain, ce serait lequel? Il y a deux options. Et soit je deviendrais informaticien, ce qui est plus réaliste, soit je deviendrais joueur professionnel de jeux vidéo. C'est bien dans mon pays, malheureusement. Plus réaliste. Ok, donc informaticien, tu as les bases en informatique. Pourquoi l'informatique? L'informatique, c'est plus comme depuis que je suis petit, une passion. En fait, je ne sais même pas si je suis particulièrement passionné par l'informatique, mais depuis que je suis petit, je suis passionné par les écrans, la technologie. Mes passions sont plus les jeux vidéo, les animés, la lecture, les mangas et tout ça. Donc, je suis un geek de base. Ce qui fait que les écrans, la technologie, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est nouveauté m'intéresse particulièrement. Donc, je me dis que dans un autre contexte, j'aurais pu mieux m'épanouir dans l'informatique en général que dans une autre science. Après, j'aime beaucoup les sciences aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la pharmacie qui est un choix un peu plus réaliste et apte à ma vie. Ok. Elle trouve que d'un scandale public, mais devenir riche après, ou bien vivre une vie modeste tout en restant distant. Vivre une vie modeste tout en restant. Donc, même si c'est pour devenir riche, tu n'es pas prêt à subir un scandale public. D'accord. Si tu pouvais choisir ton pays de naissance, Japon. Le Japon. Pas de langue patriotique, tout dit le Cameroun. Non. Ne plus jamais pouvoir dormir ou bien ne plus jamais pouvoir manger. Ne plus jamais dormir ou ne plus jamais pouvoir manger. Puis tu choisis, tu peux faire quoi? Lequel est moins pire pour toi? Le fait de ne plus jamais pouvoir dormir ou bien ne plus jamais pouvoir manger? Je pense que ne plus jamais pouvoir dormir, c'est insupportable. C'est insupportable, n'est-ce pas? Perdre ton téléphone ou perdre ton portefeuille? En portefeuille. Le téléphone, c'est petit Mon téléphone coûte cher. Il n'y a pas ta carte d'identité, certains documents importants dans le portefeuille. Il n'y a pas de portefeuille. Non, c'est très facile. En fait, ça, c'est une question très facile pour toi. Si tu pouvais dîner avec une personne publique. Une personne publique Une personne publique, donc ça peut être une star, un footballeur, une personnalité politique. Bref, quelqu'un qui est connu. Quelqu'un qui est connu. Ah ouais, là, sur le coup, je vois pas trop, hein. Mais il n'y a pas de quelqu'un de connu qui t'inspire ou bien avec qui tu aimerais prendre un dîner? Non. C'est pas grave. Peut-être c'est plutôt avec toi que les gens aimeraient dîner. Si j'étais connu, j'aurais dit moi. Pas encore. Et pour finir, si on faisait un film sur ta vie, je pense que ce serait un drame, une comédie ou bien un shonen. Un drame, une comédie ou bien un shonen?
Je ne suis un peu trop parfait, un peu trop caduque. Je dirais plus une comédie. Je trouve ma vie est plutôt amusante. Ma vie est plutôt amusante, oui. Je la trouve pas particulièrement dramatique. Peut-être ça vient du fait que je ne me plains pas en général de ce qui m'arrive ou de comment je vis mon vie. D'accord. Salut à toi et bienvenue sur Joson d'abord. Je suis Kepse Franky et ici nous discutons principalement de mindset, d'africanité et bien d'autres. Donc si tu aimes ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça permet de soutenir et en plus ça ne coûte rien. Aujourd'hui nous recevons le docteur Elongale César, docteur en pharmacie, qui va nous parler de l'actualité forte du côté de la santé actuellement au Cameroun. En effet, d'après le Comité national de lutte contre le sida, on a recensé 35 000 nouveaux cas de VIH-Sida au Cameroun. Et la question qu'aujourd'hui nous entretiennent autour de cette thématique, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer de tels résultats, comment on peut s'en prévenir, qu'est-ce qu'il faut comprendre tout autour. Je ne vais pas perdre de temps, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, merci. Je suis Kepse Franky, grand ingénieur informaticien et très bon ami à moi. Merci d'abord de m'avoir invité une fois de plus sur le plateau de Joson d'abord. Je suis très honoré d'être là une fois de plus aujourd'hui. Je dis déjà à l'avance bonjour à l'audience ou bonsoir. Je ne sais pas quelle en fonction de là laquelle ils verront la vidéo. Bon, voilà. Je suis le docteur Elongale César et je suis également pharmacien. Comme il a expliqué en amont, je suis ici aujourd'hui pour parler un peu de l'actualité relative aux 35 000 cas recensés vis-à-vis du VIH-Sida au Cameroun. Ok, excellent. Ça te fait quoi d'être de nouveau sur le plateau de Joson d'abord? Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui. De un, parce que j'aime beaucoup l'activité. De deux, ça me fait plaisir d'avoir été recontacté. Ça veut dire que la première activité a été plutôt positive. Positive pour moi, positive pour vous et possiblement également pour l'audience. C'est-à-dire par là, ceux qui ont pu regarder de près ou de loin l'interview ou l'échange qu'on a pu avoir. Ok. En tout cas, ne t'inquiète pas, nous on a beaucoup apprécié ta voix sur le plateau. Donc, c'était à peu près logique pour nous de te reconduire, surtout sur un sujet qui a trait à la santé. Et j'ai appris récemment que tu as passé le concours d'intégration à la fonction publique. Oui. Tu peux nous en dire quelque chose? Tu es content? Ouais, je suis content. Je suis plutôt content de cela et je leur ai dit que c'était ma chance. J'ai travaillé, j'ai réussi. Ok. Donc là, on va entrer directement dans le vif du sujet. Petite parenthèse, je te présente Caraminep, une marque de caramel que nous avons mise sur pied dans le but de valoriser le Made in Cameroun. Il s'agit d'une idée originale de cadeau pas cher à offrir à un proche. C'est intéressant comme apéritif des grandes cérémonies telles que des mariages, des anniversaires, des baptêmes. C'est seulement 1000 francs la boîte. Nous livrons partout dans la ville de Yaoundé avec possibilité d'expédier. N'hésite pas à passer ta commande. 35 000 nouveaux cas de VIH-Sida au Cameroun. Quand tu entends ces chiffres, qu'est-ce que ça t'inspire en tant que professionnel de la santé? En tant que professionnel de la santé, quand j'entends ces chiffres, ça me montre que il y a beaucoup de travail, mais ce n'est nécessairement pas encore assez. Autant au niveau de la sensibilisation qu'au niveau du dépistage. Parce que ce chiffre, ça reste beaucoup vis-à-vis d'un pays en développement tel que celui que nous sommes. Mais également, ce chiffre, ça reste probablement insuffisant. Car dans les 35 000 cas qu'on peut observer là, le chiffre original devrait normalement être supérieur. Car compte tenu des stigmatisations sociales, il se pourrait que beaucoup aient encore peur, beaucoup encore de mauvaises appréhensions vis-à-vis du dépistage. Bon, c'est ce que je peux dire vis-à-vis de cela. Maintenant, concernant les chiffres, je n'ai pas de réelles données relatives pour dire si c'est une amélioration ou alors si c'est mieux cette année qu'avant. Mais en ce qui concerne le nombre global, c'est l'information que je peux avoir. Donc, de ton impression, le nombre réel peut être plus grand? Pas peu. Si c'est 35 000, le nombre réel est forcément plus élevé. Car le plus gros combat, justement, dans cette activité-là, c'est le dépistage. C'est le dépistage, c'est-à-dire le recensement des cas. Beaucoup de gens ont peur d'aller, par exemple, se faire l'examen, se faire le test le test sérologique pour être sûr qu'effectivement, ils portent le virus ou pas. Okay. Beaucoup de gens ont cette crainte-là et ça, c'est aussi le travail aussi des professionnels de la santé, de sensibiliser à ce niveau-là, de telle sorte qu'ils puissent relativement être plus aptes à accepter que c'est quelque chose de plus ou moins normal.
Ça veut dire alors que ce chiffre, les 35 000, c'est un chiffre qui ne s'y prend pas beaucoup au niveau du nombre, quoi. Je ne dirais pas qu'il ne me surprend pas. Le nombre est élevé, mais comme je le disais tantôt, le combat est à deux niveaux. C'est-à-dire, il faut à la fois sensibiliser et il faut à la fois dépister. Donc, quand il dit sensibiliser, c'est dans le sens où il faut effectivement encourager toute population à prévenir ce qui concerne les infections à VIH, c'est-à-dire en se protégeant, en évitant les rapports sexuels non protégés, en évitant les contacts avec le sang contaminé, etc. Donc, cet aspect du combat-là nous montre en fait qu'il faut à la fois sensibiliser, mais également les cas que nous recevons, vu le chiffre tel qu'on le perçoit, montre que si certain nombre de populations peut être stigmatisé vis-à-vis de la faisabilité d'un test, le chiffre tel qu'on l'obtient là est forcément inférieur à la réalité qu'il devrait être. D'accord. Selon les chiffres du Comité national de lutte contre le sida, 67,7% des cas dépistés sont des femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à interpréter derrière ce chiffre? 67,5%. Oui, 67,7% des cas sont des femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en faveur? Bon, je pense déjà que les femmes se font naturellement plus dépister que les hommes. Les femmes se font naturellement plus dépister que les hommes. Compte tenu de leur état, les femmes sont constamment confrontées aux états de grossesse. D'accord, les femmes ont constamment des pathologies qui nécessitent généralement des prélèvements. Les femmes sont constamment mises dans des contextes où le dépistage pourrait être fait plus efficacement, contrairement aux hommes. Ok, je vois. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les femmes sont plus touchées, juste que les femmes sont celles qui sont plus enclines à se faire dépister. Exactement, oui. Ça ne veut pas forcément dire que les femmes sont plus touchées. Ça veut simplement dire que les femmes sont, du moins pas nécessairement. On ne peut pas radicaliser et dire que c'est ça, mais ça pourrait vouloir dire que les femmes se font simplement plus dépister que les hommes. Quelles sont les raisons principales qui expliquent ces 35 000 nouveaux cas? Bon, je pense que les raisons principales qui expliquent les 35 000 nouveaux cas, déjà, il faut parler de l'infection à VIH à proprement parler. On sait comment elle se contracte. Maintenant, les 35 000 nouveaux cas, je pense qu'il faudrait trancher principalement au niveau de la tranche d'âge. On se rend compte qu'au niveau de la tranche d'âge, dans les résultats tels qu'on les présente, les jeunes sont majoritairement plus touchés. Or, ces jeunes-là sont ceux qui pratiquent une activité sexuelle particulièrement régulière, qui sont beaucoup moins ordonnés dans leur vie sexuelle et qui sont plus à sensibiliser que les adultes ou les enfants en particulier. Donc le fait que peut-être il y a un laisser-aller au niveau de notre jeunesse pourrait expliquer le fait de cette augmentation-là au niveau de la découverte de nouveaux cas. Et certainement, 35 000 nouveaux cas, ça a un impact sur le plan économique. En termes de pression sur le système de santé, de possibilité de prise en charge de nouveaux cas, quel peut être l'impact? Est-ce que le plateau technique camerounais, le personnel de santé et tout est suffisamment équipé, a suffisamment de ressources pour prendre en charge efficacement 35 000 nouveaux cas à ton avis? Bon, compte tenu de cette question-là, je pense sincèrement que ce qu'on nous dit, les antirétroviraux normalement sont des médicaments qui sont gratuits au Cameroun. Donc il en va généralement de l'équilibre au niveau du budget propre au MinSanté pour savoir si effectivement cette prise en charge-là peut être faite. Ce n'est pas quelque chose qui dépend fondamentalement des malades en eux-mêmes. La prise en charge d'infection à VIH, du moins des patients vivant avec le VIH, est censée être gratuite au Cameroun. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter tout ça? Ce qu'on aurait pu faire pour éviter tout ça, c'est vraiment le top 1 des conseils qu'on pourrait donner à qui que ce soit, majoritairement lorsqu'on constate que les jeunes sont beaucoup plus touchés que, par exemple, les vieux ou que les enfants. On constate que la meilleure chose à faire, c'est de sensibiliser davantage, encourager les jeunes à se protéger lors des rapports sexuels, encourager les jeunes à ne pas avoir des relations sexuelles multipartenariales, encourager les jeunes à davantage se dépister pour être sûr qu'effectivement ils ne portent pas déjà le germe, etc. Donc ça reste plus un problème de sensibilisation, majoritairement au niveau des jeunes. D'accord. Comme on parle donc de VIH/SIDA, on va pas juste se restreindre à parler des 35 nouveaux cas. On va parler aussi du VIH de manière générale parce que
mieux comprendre cette pathologie, mieux comprendre les tenants, les aboutissants, ses causes, ses conséquences, les traitements et tout, ça peut permettre d'éviter à l'avenir autant de cas. Donc, là, on va parler du VIH en lui-même. En termes simples, qu'est-ce que le VIH fait exactement dans le corps? Donc, le VIH, normalement, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Lui, il arrive dans ton corps, étant donné que c'est un virus, c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Son travail, normalement, à ce niveau-là, sera de se loger dans une cellule en particulier, dans des cellules en particulier. Des cellules en particulier dans l'organisme, précisément des cellules immunitaires, c'est ce qu'on appelle des récepteurs CD4. Et le VIH, normalement, va se lier à ces récepteurs CD4-là pour entrer dans les cellules. Ces cellules immunitaires-là, de là à l'intérieur, il va détruire la machinerie cellulaire et ressortir plus fort et plus multiplié. Étant multiplié en fait. Donc ces cellules-là devant protéger le système immunitaire, lorsque le VIH va totalement ou du moins détruire la majorité de ces cellules-là, le patient va donc devenir immunodéprimé ou immunodéficitaire si tu peux faire. Et c'est là donc que les maladies opportunistes vont s'installer. On dit qu'il fait dans le syndrome de l'immunodéficience acquise. Alors en fait, le virus, il fragilise le système immunitaire. Le virus, normalement, il est juste là pour fragiliser le système immunitaire. Donc lui-même en soi n'est pas une maladie. Non, pas une maladie. Je vois. Quelle est la différence concrète entre être séropositif et avoir le sida? Apparemment, il y a une confusion qui est faite. Être séropositif signifie qu'on porte le virus de l'immunodéficience humaine. Faire le sida, avoir le sida ou faire le sida signifie qu'on a le syndrome de l'immunodéficience acquise. Le syndrome de l'immunodéficience acquise apparaît uniquement lorsque ton taux de CD4 arrive à un certain seuil. Lorsque c'est tellement bas que le système immunitaire ne peut plus réguler normalement les fonctions pour lesquelles il est conçu. Tu deviens donc sujet aux maladies opportunistes et là tu fais plein de maladies telles que la tuberculose, les infections bactériennes et j'en passe. Est-ce à dire que deux personnes peuvent avoir le VIH mais ne pas manifester les mêmes symptômes de maladie? Effectivement, oui. Tout dépend généralement de la charge virale. Si tu as le virus et que tu es sous traitement, ou que ta charge virale est indétectable ou pas assez forte, tu ne manifesteras pas les mêmes symptômes que quelqu'un qui n'a plus assez de CD4 ou que le virus a totalement rongé, entre guillemets, et qui lui fait maintenant le syndrome de l'immunodéficience acquise. Je vois. Et les maladies opportunistes dont tu parles, c'est des maladies très récurrentes, c'est-à-dire c'est des maladies qui reviennent très souvent dépendamment du patient, ou bien ça peut être vraiment une toute autre maladie qu'un porteur du VIH a, que peut-être on n'a pas eu à voir chez d'autres personnes. Non, généralement, ce sont des maladies assez récurrentes. Généralement, ce sont des maladies assez récurrentes. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, d'infections bactériennes graves ou de tuberculose. Généralement, ce sont ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'en observant, parmi ces maladies qui reviennent souvent, on peut suspecter que quelqu'un serait porteur. Dans le cas où il a été diagnostiqué au VIH ou pour rien comme ça. Bon, disons pour rien comme ça. C'est-à-dire, si on observe que quelqu'un est régulièrement touché par cette maladie opportuniste, est-ce qu'on peut soupçonner, c'est-à-dire pour dire par exemple qu'il devrait peut-être aller faire le test? Oui, effectivement, si quelqu'un est constamment sujet aux maladies infectieuses, ça pourrait déjà être le signe d'une immunodépression et ça pourrait laisser penser qu'il faudrait au moins lui faire passer le test du VIH pour être sûr qu'effectivement ces maladies-là ne cachent pas autre chose. D'accord. Et combien de temps peut-on vivre avec le VIH sans le savoir? Bon, il faut savoir que le VIH, normalement, pour traiter du VIH à la maladie, on appelle le sida, il y a plusieurs phases. Et entre généralement la phase du VIH et la phase du sida, on peut passer 5 à 10 ans sans voir de symptômes. Ou en voyant même parfois quelques symptômes comme des légères fièvres, de la fatigue. Mais ce n'est que normalement lorsque le sida en lui-même se déclare, c'est-à-dire lorsque le taux de CD4 est vraiment particulièrement bas, que les maladies opportunistes commencent à s'installer de manière massive et qu'on commence à contracter. D'où l'importance généralement du dépistage une fois tous les ans, surtout pour ceux qui ont une activité sexuelle régulière ou alors multi-partenariale. Bon, c'est quand on se fait dépister porteur du VIH, on est déclaré séropositif, mais on n'est pas forcément, on ne manifeste pas encore forcément la maladie. Exactement, oui. Et est-ce qu'il y a des premiers signes, c'est-à-dire des signes que les gens peuvent observer, que nous ignorons souvent, mais qui peuvent nous parler?
Oui, comme je disais tantôt, généralement, le patient peut se sentir parfois, il a l'asthénie sévère, c'est-à-dire il peut se sentir parfois extrêmement fatigué à des moments sans aucune raison. Parfois, il pourra faire de la fièvre, parfois il aura des petits excès de toux, etc. Il y aura des petits signes comme ça, mais généralement, avant qu'on arrive à la phase du sida à proprement parler, on pourrait ne pas constater de maladies graves à proprement parler. Parce que toi, tu disais, c'est important généralement de se faire dépister. Un patient pourra avoir ces signes-là et se dire que dans il a juste la grippe, sans savoir que ce signe qu'il observe, ce syndrome pseudo-grippal qu'il est en train d'observer là, pourrait être le signe, par exemple, d'une primo-infection qui est en train d'évoluer vers le stade. Y a-t-il des formes de VIH plus agressives que d'autres? Effectivement, oui, il y a des formes de VIH plus agressives que d'autres. Puisque le VIH, normalement, c'est un virus qui est connu qui est particulièrement mutagène. Particulièrement mutagène, c'est-à-dire que il peut entrer dans une cellule avec un code génétique en particulier et il ressort de la cellule avec un code qui est différent. C'est très fréquent normalement avec le VIH. Mais l'avantage, c'est que vraiment la thérapie internationale, pour le moment, vraiment sur le plan général, est assez stable, peu importe le sérotype. Peut-on mourir directement du VIH? Non, on ne peut pas mourir du VIH. Donc, c'est toujours une maladie opportuniste. C'est une maladie opportuniste qui finit généralement par terrasser le patient qui est porteur du germe lorsqu'il est déjà en la phase sida. D'accord. Là, on va alors parler de la transmission du virus et des idées reçues. Quels sont les modes de transmission réels du VIH et lesquels sont surestimés par la population? Bon, la transmission directe du VIH, il faut comprendre que le VIH, c'est un virus qui se transmet généralement par les contacts sanguins. D'accord? Ça peut être un rapport sexuel non protégé, que le rapport soit oral, que le rapport soit anal, que le rapport soit vaginal. Ça peut être une transfusion sanguine. Ça peut être généralement de la mère à l'enfant, vu qu'il y a l'échange de sang via le placenta. Et maintenant, vraiment, en ce qui concerne la mystification, le VIH se transmet par les moustiques, ça ne se transmet pas la salive et encore moins par les contacts sociaux. Ça veut dire, je peux saluer un ami, s'il a le VIH, je ne risque pas de contracter la maladie d'une légère. Ni par la salive aussi. Ni par la salive. Donc, les gens peuvent nous pleurer de ces sans crainte. Effectivement. Quelle est la probabilité réelle de transmission lors d'un rapport non protégé? C'est-à-dire, est-ce que quand on fait un rapport non protégé avec un porteur du VIH, c'est certain qu'on va avoir le virus, qu'on va aussi être porteur? Non, ce n'est pas certain. Effectivement, on peut avoir des rapports non protégés, même avec un porteur du VIH. Si sa charge virale généralement est stable, c'est-à-dire généralement on dit non détectable, ou stable ou non détectable, généralement tu ne risques pas de contracter la maladie. Même deux personnes vivant avec le VIH peuvent avoir un enfant qui naîtra naturellement sain. Si chez les deux, la charge est indétectable. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la charge soit indétectable? Pour la charge soit indétectable, il faudrait que le patient soit déclaré déjà comme patient vivant avec le VIH-Sida et qu'il suive un traitement. Car le but généralement du traitement de ces antirétroviraux, ces médicaments-là, ont pour but de réduire la charge virale et donc de combattre le virus, du moins, c'est pas de tuer le virus à proprement parler, mais plutôt de réduire la charge virale jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus nuire au système immunitaire. En soi, quelqu'un qui suit bien ces traitements antirétroviraux peut vivre comme une personne normale, faire les enfants comme une personne normale, avoir des rapports sexuels comme une personne. Effectivement, et c'est quelque chose qu'il faudrait que tout le monde puisse comprendre. Pour éviter au maximum les stéréotypes. Et quand on est un professionnel de santé, oui. Je suppose qu'être professionnel de santé ne veut pas dire qu'on peut pas avoir le sida. Oui. Qu'est-ce que, en tant que professionnel de santé, vous prenez comme mesure? Peut-être que l'individu lambda ne prend pas en ce qui concerne le fait de se prémunir du VIH. Ok. Donc, comme on disait tantôt, généralement, le VIH, c'est un virus qui se transmet généralement par les contacts sanguins. D'accord. Donc, le mieux, généralement, c'est ça serait éviter les accidents d'exposition au sang. D'accord. Il faut se vêtir ou se munir du matériel minimum pour éviter d'être en contact avec le sang d'un patient qui est infecté. On va forcément parler de protection des rapports sexuels parce que ça, c'est déjà de la sensibilisation. Quand on dit professionnel de la santé, ça veut dire que nous sommes au travail et par exemple, je reçois un patient qui a le VIH
ou je reçois un patient qui pourrait avoir le VIH, qu'est-ce que je fais pour me prémunir de la contamination? Je me protège les mains lors du prélèvement que je vais lui faire, je me protège les yeux, je me protège le visage avec des gants, des masques, etc. Pour éviter juste d'être en contact avec le sang du patient. Parce que justement, si on n'est pas en contact avec le sang, du moins si le sang du patient n'est pas en contact avec le nôtre, il n'y a pas de risque qu'on contracte la maladie à proprement parler. On va alors parler du traitement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le VIH est devenu une maladie chronique gérable? Oui, on peut dire que c'est devenu une maladie. J'aime beaucoup le terme, c'est devenu une maladie chronique gérable. Oui, là, c'est une maladie chronique, vu que de toute façon, elle te suivra toute la vie, une fois que du moins le virus te suivra toute la vie, une fois que tu l'as contracté. Maintenant, tu pourrais ne pas faire la maladie, justement, parce que c'est quelque chose qui est traitable de nos jours. Effectivement, les médicaments mis en place, à savoir les antirétroviraux, permettent de maintenir la charge virale à un seuil de stabilité qui permet non seulement le bien-être du malade, mais aussi d'éviter la transmission du virus d'un patient vers un autre, ou du moins d'un individu vers un autre, dans le cas où il sera en contact, que ce soit un contact d'accident d'exposition au sang, ou un contact lié directement au rapport sexuel. Comment fonctionnent les antirétroviraux? Bon, une très bonne question. Les antirétroviraux, de leur nom, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de virus déjà. Il y a les virus qui ont leur propre matériel génétique, et il y a les virus qui doivent mimer notre matériel génétique, à savoir l'ADN, pour pouvoir généralement agir. Donc nous sommes à ADN, le VIH est à ARN. Donc il a besoin d'une enzyme qu'on appelle la rétrotranscriptase pour pouvoir fabriquer un ADN et donc entrer dans nos cellules, ou du moins dans notre noyau. Et les antirétroviraux vont donc empêcher justement toutes les étapes de la multiplication virale, depuis l'entrée du virus dans la cellule jusqu'à la maturation des virions, c'est-à-dire les nouveaux virus, en passant par la rétrotranscription dont je viens de te parler. Donc, il y en a plusieurs. Il y a certains qui vont empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Il y a certains qui vont empêcher le virus de se transcrire en ADN, qui est notre matériel génétique. Il y a certains qui vont empêcher la maturation des protéines virales, qu'on appelle généralement les virions. Il y a certains qui vont empêcher l'assemblage. Donc, à toutes ces étapes-là, il y aura des antirétroviraux qui sont des classes de médicaments particulières dont on va pas forcément parler ici, sauf si besoin, mais je ne pense pas que c'est pas nécessaire, c'est pas... Ce serait tout un développement, un cours à part entière. Et aujourd'hui, ils sont disponibles, accessibles au Cameroun. Normalement, oui. Gratuit pour tout le monde. Normalement, oui. Normalement, parce que je suis la précision du normalement. Oui. Mais pourquoi tu précises bien normalement? Je veux préciser normalement parce que compte tenu généralement de notre plateau technique, il n'est pas impossible, on ne dit pas que c'est quelque chose de régulier, mais compte tenu de notre plateau technique, il n'est pas impossible que nous soyons souvent en rupture de stock ou d'un certain centre puisse manquer de médicaments. Mais ce qui devrait être fait normalement, c'est que le médicament soit disponible et qu'il soit disponible gratuitement pour toute personne vivant avec le VIH. Et comme nous sommes au Cameroun et que je sais que les gens se vendent derrière, est-ce que ça n'arrive pas que les gens vendent des antirétroviraux? Bon, en réalité, je ne dis pas que c'est impossible, mais de mon expérience, vu que je ne travaille pas vraiment dans ce secteur-là, je n'ai pas d'informations relatives à ça. Je ne travaille pas vraiment avec ce genre de médicaments-là. Je n'ai pas d'informations relatives propres à ça. Ok. Et où est-ce qu'on peut se procurer des antirétroviraux? Généralement, c'est dans les centres réglementaires propres à la prise en charge du VIH. C'est-à-dire que le programme national de la lutte contre le VIH/SIDA a des centres de prise en charge où les patients sont censés se référer lorsqu'ils ont besoin de leur traitement. Donc, ce n'est pas en pharmacie. Ce n'est pas en pharmacie en général. Certains hôpitaux, mais pas tous les hôpitaux. Il faudrait que l'hôpital généralement soit agréé par le programme, soit suivi par le programme. Et est-ce que ces médicaments ont des effets secondaires lors du traitement? L'avantage avec les antirétroviraux par rapport aux antiviraux en général dont on va pas parler, c'est que les antirétroviraux sont assez bien tolérés. Parce que fondamentalement, les antirétroviraux ont cette particularité-là de s'attaquer uniquement à la machinerie cellulaire du virus. C'est-à-dire ça a cette particularité de cibler principalement la cellule virale et pas nos cellules.
Parce que le principal risque généralement avec les médicaments anti-infectieux comme les antibiotiques ou les antiviraux, c'est la toxicité cellulaire, ou la toxicité pour nos cellules. Mais les antirétroviraux ont cette particularité-là de ne pas attaquer la machinerie cellulaire humaine et de se concentrer majoritairement sur la machinerie cellulaire virale. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Il y en a parce que effectivement, il y a une certaine partie du médicament qui pourra attaquer nos cellules, mais généralement, c'est assez stable. De nos jours, on peut dire que les antirétroviraux sont plus ou moins bien tolérés par les patients. Où en est-on avec le vaccin contre le VIH? On peut espérer, c'est réaliste ou bien? Bon, je sais pas s'il faut dire que c'est réaliste ou pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème avec le VIH, je pense, dans la mise en place d'un vaccin adéquat pour ce virus-là, c'est qu'il est extrêmement mutagène. Et le fait qu'il soit extrêmement mutagène fait en sorte que c'est un virus qui a un matériel génétique plutôt instable. D'accord, son matériel génétique est plutôt instable, ce qui fait en sorte, comme je l'ai dit, il peut entrer A, il sort B, après il sort C, D, E, etc. Ce qui fait que si on trouvait effectivement un vaccin ou A, qu'en est-il du moment où il sera devenu B? Ça marcherait comment? Je pense que c'est cette difficulté-là que rencontrent les chercheurs dans le développement d'un vaccin. Je pense que c'est la principale difficulté que les chercheurs rencontrent comme difficulté dans le développement d'un vaccin propre à la prise en charge de ce virus-là. Et à ta connaissance, a-t-on déjà guéri quelqu'un du VIH dans le monde?